Winston Churchill disait « Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge ». Et oui, se transformer constamment, c'est, et encore plus aujourd'hui, absolument stratégique. Mais alors, où se joue le changement dans l'entreprise? Quelles sont les clés du succès? Et si l'on écoutait ceux qui mènent sur le terrain des missions de transition, de transformation, et qui ont résolu des problématiques complexes, multidimensionnelles, qui sans doute ne vous seront pas étrangères? Allez, tentons d'approcher ensemble d'un peu plus près notre Saint Graal, le fameux point de bascule d'une transformation réussie. Bonne écoute! Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Point de bascule. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir à mes côtés un duo de choc. Christine Gibert, General Manager de GIR, et Hervé Rose, Manager de transition. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, on va évoquer aujourd'hui avec vous une situation qui est assez challengeante et que rencontrent en fait pas mal de dirigeants au cours d'une carrière. Comment se donner toutes les chances pour une intégration post-acquisition réussie? C'est un sacré défi. Et avant de parler de ce défi que vous avez réussi à relever tous les deux, parlons un petit peu de vous. On va commencer avec toi, Christine. Quel est le mot-clé qui définirait le mieux ton parcours professionnel jusqu'à ton poste actuel de General Manager chez GIR? Je dirais la découverte, voire l'aventure. C'est un bon point de départ, un bon mot-clé. Et quel est le parcours qui t'a amené jusqu'à ton poste actuel? Moi, j'ai managé d'un point de vue business plusieurs marques dans différentes catégories de produits de grande consommation, essentiellement au sein de multinationales. Et puis ensuite, j'ai pris des directions générales pour des sociétés qui étaient plus petites, mais qui avaient un grand projet de transformation. Et j'ai fait en sorte d'accompagner l'efficacité et la croissance dans cette transformation. Donc la transformation, c'est aussi un de tes mots-clés. Très bien. Est-ce que tu pourrais nous faire le pitch 1 minute de GIR? Alors, GIR, c'est une pépite française, une pépite du marché de la boisson qui réunit des marques assez uniques en leur genre. On citera Lorina, qui est une limonade artisanale, Crazy Tiger, une boisson énergisante, Vida Malt, quelque chose sans alcool et à base de malt que personne ne connaît, mais qui est très populaire dans les Caraïbes, et un portefeuille de bière assez original aussi. On veut être un acteur différent dans ce marché très mondialisé en apportant une proposition consommateur unique en goût, comme en valeur de marque. Très bien. Et on parle de combien de collaborateurs? On parle de 140 personnes en France. D'accord, très bien. Et donc, tu as fait appel à XPM pour une mission un petit peu particulière. C'était quoi le brief de départ? Pourquoi est-ce que tu as pensé au management de transition? En vérité, quand on a fait cette acquisition, on faisait l'acquisition d'une société qui avait un CA assez conséquent en rapport de l'existant, et on avait un setup entrepreneurial dans cette acquisition qui nous mettait dans une situation où, opérationnellement parlant, ce serait difficile de les intégrer dans notre écosystème puisqu'il y avait relativement peu de fonctions support chez eux. Donc, on manquait d'expertise, de fonctions clés, supply chain, marketing, etc. Et dans l'urgence, on s'est dit qu'il était important d'aller chercher de l'expertise pour ne pas perturber notre activité vis-à-vis des clients et le reste de l'entreprise. Donc, en gros, c'était le mot transformation, la notion d'urgence et du fait que tu as pensé au management de transition. Absolument. Et avant, est-ce que tu avais déjà fait appel à un manager de transition? C'était la première fois? Ah non, c'était la première fois et je ne l'ai pas regretté. Mais je crois que tu avais déjà rencontré des managers de transition, tu avais déjà échangé avec des personnes qui avaient ce type de poste avant, non? Oui, j'avais croisé pas mal de personnes dans ma carrière et je voyais effectivement à quel point ça pouvait être une solution rapide dans le temps qui nous était donné à nos problématiques. Très bien. Alors, on va passer maintenant à Hervé Rose. Donc, tu es donc manager de transition et tu es intervenu aux côtés de Christine dans le cadre de cette mission qui était organisée par XPM. Rebonjour Hervé. Bonjour. Est-ce qu'on pourrait commencer par un petit pitch de ton parcours en quelques mots? Oui, et puis je vais prendre la même règle que Christine. Les 3 mots-clés, pour moi, ça serait aussi changement, indépendance et humain. Très bien. Le pitch maintenant. Oui, le pitch. J'accompagne les entreprises et leurs dirigeants dans la conduite de changement. En 30 ans d'expérience, je peux modestement dire que j'ai acquis la maîtrise de 2 métiers, direction supply chain, direction industrie et direction business development, donc développement du business, et une expertise qui est venue avec les différentes aventures, l'intégration post-acquisition. J'ai eu l'occasion de conduire 7 opérations de ce type, que ce soit dans l'automobile, l'agroalimentaire, l'hygiène, le papier,
et je peux dire que je connais assez bien les entreprises, les industries manufacturières et les fournisseurs de la grande distribution. Donc j'effectue des missions de management de transition maintenant depuis 6 ans, que ce soit en retournement, en développement, en relais, et j'adore quand il y a une dimension internationale. D'accord, très bien. Le fait que tu aies toi-même déjà, été entrepreneur et que tu sois entrepreneur, est-ce que tu penses que ça te fait, aborder le management de transition d'une manière un peu, particulière? Oui, parce que je pense que c'est la être entrepreneur, c'est la capacité à être à la fois dans la partie opérationnelle, les bottes sur le terrain, et la partie, stratégique, la tête dans les nuages, et la capacité de faire le pont entre ces 2 mondes, est fondamentale, quand on s'occupe d'une opération d'intégration. Mmh mh. Tu as déjà eu, avant cette expérience-là, l'expérience de ce type de situation. Selon toi, de manière un peu générale, parmi toutes les expériences que tu as pu avoir, quelles sont les problématiques récurrentes que tu as pu, voir, liées à une fusion-absorption? Bon, la 1re, c'est qu'il y a un espace-temps très différent entre la société et ses managers et je dirais les collaborateurs de l'entreprise. Si les rapprochements, les rachats, les intégrations sont aujourd'hui monnaie courante et vont probablement encore s'accélérer avec les difficultés, par exemple liées au Covid, et c'est une bonne chose, hein, puisque, une acquisition, c'est une bonne nouvelle pour une entreprise. Ça montre qu'elle a de l'énergie et qu'elle veut survivre et vivre et grandir. Heu, donc si ces rapprochements sont fréquents, par contre, ça n'est pas aussi fréquent, quand on est manager ou collaborateur dans une entreprise, de vivre, ce genre de moment. Oui. Ce que je constate, c'est que, chaque collaborateur, qu'il soit manager ou collaborateur dans l'entreprise, passe d'abord par une période de déni. «Mais qu'est-ce qu'il m'arrive?» Découvre qu'il fait parfois partie du problème et parfois du problème et de la solution, et qu'il faut, ma foi, le soutenir de manière à ce qu'il passe à un mode d'intérêt, d'investissement, de surinvestissement, heu, ou qu'il prenne, je dirais, sa responsabilité, et qu'il change de voie. Mmh, mmh mh. Ouais, c'est assez, challengeant comme situation. Alors ça l'est Et pour d'autant le plus dirigeant? sur le oui, Ouais. j'allais dire sur le dirigeant, c'est encore plus sport, hein, et je pense que Christine pourra en parler, parce qu'un dirigeant qui vit une acquisition, il n'arrête pas pour autant son rôle opérationnel. C'est-à-dire que, Il y a là, 2 aventures en parallèle qui se voilà, vivent, en fait. la dirigeante ou le dirigeant se retrouve avec d'un seul coup 2 business à faire tourner. Celui sur lequel on lui demande déjà d'être ambitieux, et l'autre, sur lequel quelque part, une fois que l'acquisition est signée, on ne comprend même plus pourquoi, le business ne tourne pas à l'égal de l'autre. Hem, je peux déjà dire que je recommande à tout dirigeant qui se retrouve dans cette situation de se faire seconder, hem, par quelqu'un qui va, créer la transparence, du chemin à parcourir. Mmh mh. Il y a une phrase que tu utilises souvent pour, un peu définir la situation que je trouve hyper, visuelle. En fait, on démonte l'avion et en même temps on le remonte alors qu'il est en train de voler. Voilà, alors ça c'est de la métier d'ingénieur, donc on sait faire, c'est une technicité. Il y a 2 difficultés. La première, c'est que, il faut le faire sans essayer de perdre le cap et sans essayer de perdre l'altitude. Ça C'est mieux, c'est mieux. c'est assez difficile, soyons francs, c'est une gageure. Et puis surtout, il faut le faire en sachant rassurer les passagers, et les Tout à copilotes. fait. Donc justement, ce côté de rassurer, c'est aussi un des éléments clés? Oui, parce que comme je le disais, il y a un peu une perte de sens, en tout cas au départ, quand on est un manager. Et la meilleure façon de rassurer, c'est d'apporter quelqu'un déjà qui vient pas pour vous apprendre le métier, mais qui vient pour vous montrer la voie, et puis qui rassure en disant: «Écoute, j'ai l'expérience, et sur l'ensemble des activités qu'on va faire, on va se projeter et puis on va les prendre une par une. On va pas perdre de temps, on va laisser les échecs de côté et puis on va bâtir, jour après jour sur les succès». Donc c'est vraiment important d'avoir un guideline, heu et puis, j'y reviendrai après sur les succès, de se faire doubler après par les gens que l'on aide à grandir et à se développer.
Et finalement, dans cette idée aussi d'absorption, il y a une problématique finalement fondamentale de culture, c'est ça? De réussir à ce que ça se passe au mieux des deux côtés? Oui, sachant que par culture, bon, alors c'est vrai que dans un domaine international, on peut parler de culture je dirais de pays, mais c'est essentiellement, de manière de travailler, dont on parle ici, puisque généralement quand on vient marier, 2 entreprises, on se retrouve avec des personnes qui travaillent bien, à droite et à Mmh gauche, mh. mais qui travaillent selon des modes de travail différents. Et donc il y a incompréhension, parfois compétition entre des modes de travail. Donc c'est le rôle du dirigeant, c'est le rôle du manager de transition de faire que le temps ne se perde pas en discussion stérile sur des choix. Euh, donc il y a des décisions à prendre. Parfois, la compétition apporte quelque chose. Mmh Et mh. parfois, on- sur les aspects financiers, par exemple, c'est une perte de temps que de discuter quel système SI on garde, hein. On en décide un et voilà, quoi. Mmh mh. Je crois que cette problématique de culture, de ce c'est un petit peu ce nœud qui se joue autour de la culture, ce problème culturel, c'est un vrai sujet pour toi, Christine, justement, dans ta manière d'appréhender, cette situation, non? Oui, c'est clair parce que on réunit 2 mondes, et qu'on est sur des temps, dissociés entre la direction de l'entreprise et parfois son actionnaire et les collaborateurs, comme le disait Hervé. Donc, il y a une dimension de se mettre tous dans le même, état d'esprit et c'est ce qu'on met aussi parfois derrière la culture. C'est-à-dire de se dire: on s'embarque dans un projet, dont on a tous autant envie, ce qui est pas forcément Mmh donné. mh. Et on se donne des méthodes de travail, des moyens d'atteindre des objectifs communs qui peuvent être assez radicalement perturbés par ce processus d'intégration, d'acquisition. Donc, c'est vraiment de driver beaucoup de communication interne, effectivement, beaucoup de messages autour de voilà l'entreprise qu'on est devenue, culturellement parlant, et vers quoi on se projette tous ensemble. Mmh mh. Et sur le choix justement des fois qu'on peut avoir, comme tu disais, tout à l'heure Hervé, sur le choix entre, 2 systèmes d'information, entre 2 méthodes que chacune des 2 entreprises va apporter. Comme tu dis, des fois il faut pas non plus se poser la question pendant 150 000 ans, il faut y aller, il faut acter. Mais selon quels critères? C'est quoi un petit peu les idées clés à avoir en tête? Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche ce qui va être le plus simple, le plus rapide à être mis en place? Ce quel va être le choix? Quels sont les critères de choix? C'est avant tout un choix de simplicité et d'efficacité, euh, à savoir, bon, si évidemment, l'aspect financier est un cas facile, puisque la demande première d'un groupe qui fusionne, c'est d'avoir un seul rapport et une seule remontée des résultats. Donc là, on est dans l'efficacité pure. Il faut que les définitions coïncident et que les systèmes rapportent les mêmes chiffres dans les mêmes cases. Mmh mh. Par contre, sur des systèmes de gestion de performance, de gestion de qualité, il y a intérêt, ou de gestion d'innovation, il y a intérêt à prendre, quelques heures de réflexion, de regarder, quelles sont les bonnes pratiques à droite et à gauche, et justement de donner aux collaborateurs la possibilité de se comparer Mmh mh. et de prendre le mix de 2 solutions, puisque ça, je dirais, ça participe à la motivation, ça participe à la découverte de l'autre. Et ça Ah! participe à cet exercice de modestie. Heu, j'ai tendance à dire, quand je fais une acquisition, notamment à l'acquéreur: «Attention, c'est généralement le petit poisson qui mange le gros». Et c'est généralement le cas, parce que, un petit poisson est généralement plus agile, et donc a des choses à démontrer au plus grand groupe qu'il va intégrer. Les gens qui sont dans la petite structure veulent réussir, donc ont faim de prendre les places qui sont prises dans la grosse structure. Donc attention, les petits poissons mangent les gros. Et Mmh donc il y mh. a, il y a véritablement un travail sur soi, un travail de modestie. Et puis c'est sain de se reposer quelques minutes sur le travail que l'on fait et de se dire, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on le fait? Qui en est comment dire, qui reçoit les datas que je fournis? Est-ce que ça sert véritablement au business? Mais il faut le faire sur des points particuliers, parce que on n'est pas là pour faire du joligramme, si j'ose dire. Ouais, bien Euh, sûr. le temps est clé. Ouais, il faut Et, aller très, très vite.
Et comment dire, la mission avec GIR, non seulement le temps était clé, mais il était particulièrement ambitieux puisque la mission, elle tenait en, en plusieurs pages, mais il y avait un mot-clé, c'était Hervé, intégration, 1er janvier des 2 sociétés. Voilà. Alors justement, quand il y a ce brief qui est là, c'est quoi les toutes premières actions, que vous avez pu mener ensemble? Christine, quelles sont les premières actions qu'on a pu mener ensemble? La Oui, ça peut être première Hervé aussi, hein. Oui, oui, le silence est d'or. La première chose qu'on a faite ensemble, c'est évidemment de se pencher sur un mapping intégral, entre guillemets, et là, Hervé avait le bras armé pour le faire, de ce projet. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est un travail de défrichage et de planification qui est absolument fondamental et sur lequel, malheureusement, on ne fait jamais parfaitement l'exercice pour dimensionner parfaitement la mission, sinon ce serait trop facile. En tout cas, c'est la première chose sur laquelle on s'est penché, Hervé et moi. C'est les premières semaines ont été entièrement tournées vers ça. Mapper les enjeux. Mapper les enjeux, mapper les actions qui en découlent et mapper qui va faire quoi sur ces actions. Je crois que c'est important de dire que sur une opération de ce type, et aucune opération n'est véritablement comparable. Il y a des grandes Bien règles, sûr. mais on était entre 200 et 300 actions individuelles, totalement mappées, et que l'on s'est mis à gérer de manière quasi militaire. De manière à tenir ce 1er janvier qui était inscrit en lettres, je dirais en lettres d'or. J'allais dire en lettres de sang, ça serait trop dramatique, mais en lettres d'or. D'accord, donc cette maîtrise du temps, donc mapper les enjeux, organiser, ouais, c'est vraiment un vrai travail d'organisation et puis ensuite, donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape? Ben, c'est peut-être l'étape 0 en fait pour un manager de transition. C'est comme il n'y a pas de temps à perdre, il n'y a pas non plus de temps à perdre en, je dirais, en circonvolution, de relations humaines. Moi, mon 1er objectif, c'était au bout de la première journée, d'être connu dans l'entreprise comme si j'en faisais partie depuis des années. Je crois D'accord. que le manager de transition gagne du temps si auprès de tous, il est, d'abord clair sur sa mission, il est clair sur ce qu'il va apporter, Heu, il enlève l'aspect peur, hein, qui est naturel, quand on reçoit un manager de transition dans l'entreprise, heu, et fait partie des murs. Donc je pense modestement y être à peu près arrivé, et à partir de là, on bâtit. Une fois que la confiance est décrétée, on bâtit. Après, bien sûr, bâtir le plan d'action et puis un point fondamental, c'est que pour aller vite, il faut avoir accès à des décisions rapides. Et donc avec le plan d'action, vient toujours un management de steering group, donc des Mmh. personnes, heu, dans ce cas, du groupe Royal Unibrew, qui, ont le pouvoir de décision, mais pour qu'ils décident de manière éclairée, ça veut dire les tenir au courant chaque semaine de l'avancée du projet, les tenir au courant, d'une matrice de risque, heu, des enjeux potentiels de manière à ce que, eh bien, quand la décision arrive, elle soit prise au maximum dans la journée. À la fois rassurer et à la fois, sensibiliser et pouvoir vraiment avoir des personnes qui puissent aider à ce que ça puisse aller vite après dans la mise en place, en fait. Avoir les moyens, pouvoir, dégager les moyens et les décisions pour pouvoir avancer rapidement. C'est aussi une question de crédibilité, hein. Je pense, Christine, que tu abonderas sur ce point. Le temps n'est pas linéaire. Au départ, tout le monde pense qu'on a beaucoup de temps pour faire et puis peu à peu, comme de toute façon la date du 1er janvier ne recule pas, et que l'on découvre d'autres activités, d'un seul coup, le niveau de pression commence à monter. Donc c'est une question de crédibilité quand on travaille avec des personnes qui s'engagent, qui demandent à ce que les lignes bougent, de pouvoir se retourner vers un steering group et dans l'heure de savoir les convaincre et d'avoir une décision. Très bien. Donc côté manager de transition, immersion extrêmement rapide dans l'équipe, y être comme si on y était depuis 4 ans. Ensuite, maîtriser le temps, ce mapping, des activités et puis, action 3, informer et cette relation très forte pour réussir à prendre des décisions rapides et à pouvoir avancer rapidement. Mmh. Et de ton côté, Christine, donc il y avait le mapping et ensuite, est-ce que tu avais d'autres sujets pour toi qui étaient importants?
Oui, il était clair que, mais ça rejoint les points qu'on vient d'évoquer, c'est que c'est pas parce qu'on a tous bien compris entre nous au niveau de la direction ce qu'il fallait faire que c'est évident pour tout le monde. Ouais. Et que justement, on va pouvoir obtenir ce momentum d'action derrière les décisions parce que tout ça est très évident pour tout le monde. Donc il y a un énorme travail à la fois par le manager de transition d'aller parler aux gens en amont des décisions pour apporter la recommandation de la décision au groupe qui décide. Et il faut un steering committee là-dessus, sur la conduite du projet qui soit extrêmement efficace en décision, c'est ce qu'on vient de se dire. Mais il faut aussi que le manager de transition accompagne la direction de l'entreprise sur la redescente de la raison d'être de tout ça, de la manière dont on avance dans le projet, de ce qui en découle pour les uns et les autres. Et ça, c'est boucler cette boucle-là est un engagement pour le manager de transition extrêmement fort, parce qu'il est en amont et en aval quelque part. On sent qu'il y a vraiment une relation de binôme entre vous, entre dirigeants, managers de transition. Je suis très curieuse de savoir comment ça s'organise en termes de posture l'un par rapport à l'autre, parce j'imagine qu'il faut faire attention qu'il n'y ait pas d'overlap, que ça reste très cohérent. Comment est-ce qu'on se positionne l'un par rapport à l'autre? Alors Hervé, peut-être? Il faut. Je dirais que moi, j'ai mis un mouchoir sur mon amour-propre et je me suis rappelé que le client a toujours raison et que de toute façon, en tant que manager de transition, on arrive un jour, on repart après. Oui, on est toujours de passage. On est toujours de passage et ce qui importe, c'est que les gens aient grandi entre-temps. Donc, ça, c'est pour les collaborateurs. Je n'attendais pas à ce qu'à mon contact, Christine grandisse. Elle est suffisamment professionnelle, mais il est fondamental que nous soyons complémentaires, enfin nous devions être complémentaires, synchronisés à chaque instant, et nous ne pouvions pas laisser un collaborateur trouver un angle mort. Donc il fallait être en confiance totale. Et je te remercie d'ailleurs, Christine, de m'avoir donné ta confiance. Ah, mais je t'en prie. Et je crois que c'était fondamental, c'était un intérêt bien compris. Même si j'ai eu énormément de plaisir à t'accorder cette confiance parce qu'on était, je pense, connectés quelque part par nos expériences et nos manières de travailler. C'est fondamental vis-à-vis des équipes qu'ils sentent dès le premier jour, dès le premier moment, que je leur présentais Hervé comme mon ombre, comme un directeur de cabinet, comme quelqu'un qui est là pour vraiment porter la parole dans les deux sens. Il n'y a pas de doute, en fait. Il n'y a pas une feuille de papier entre les deux. Tout à fait. Je vous propose qu'on parle point de bascule maintenant, parce que c'est quand même le nom de notre podcast. À partir de quel moment est-ce que vous avez senti que vous étiez en train de passer ce point de bascule, qu'il y avait un cap qui était franchi? Peut-être côté Christine d'abord. Oui, je pense que en vérité dans ce projet on a eu 2 points de bascule, je crois bien ressentis par Hervé en même temps que moi. C'est qu'à un moment donné, malgré tout, l'anticipation, la planification, etc., la quantité de découvertes qu'on a eues sur le chemin nous a amené à nous dire bon, là la date qu'on s'était fixée, elle n'est plus réaliste et il faut replanifier. Il faut se remettre en ordre de bataille pour une autre échéance parce que à vouloir absolument croire qu'on va y arriver, on va planter le résultat. Donc, il faut avoir la lucidité à un moment donné de se dire non, ça passera pas. On replanifie, on recommunique, on réorganise. Et ça, c'était un premier point de bascule qui n'est pas forcément positif et agréable à vivre, mais stratégique. Mais ce qui est stratégique, effectivement. Le deuxième, c'est quand, au contraire, quelques semaines avant la nouvelle échéance, quelque part, on s'est dit là, c'est bon, c'est sous contrôle. Là, on a tout en main pour y arriver. On sait exactement ce qui reste à faire. On sait où sont les pain points, qui doit avancer avant quoi et comment on peut dérouler jusqu'au bout. On a le projet sous contrôle. Et ces 2 points-là sont clés. Alors, le premier, on aurait peut-être pu l'éviter. Il y a eu des learnings derrière tout ça, c'est sûr. Le deuxième est, je pense, aussi fondamental parce qu'il permet de donner une vision de la conclusion d'un projet et puis d'embarquer l'organisation et l'entreprise. De se projeter déjà. Voilà, derrière l'après, voilà, l'intégration, c'est terminé. On est une seule entreprise. Et on avait pour projet, effectivement, d'avoir fin mars un événement d'entreprise qui symbolisait ça. Et c'était hyper important que les gens puissent dire « Ah oui, cet événement arrive, ça veut dire qu'on est au bout et je vois bien, parce qu'il reste à faire, je vois bien ce qu'il reste à faire, donc je vois bien la fin arriver. » Donc le point de bascule, il est pour tout le monde à ce moment-là.
Ouais, tout à fait. C'est intéressant, c'est peut-être une petite astuce, en tout cas un petit conseil, un petit retour d'expérience très opérationnel. Le fait d'avoir une date clé avec un moment Ouais, où on fête un peu ce ouais, moment-là ensemble, tout à fait. c'est important finalement, non? Ah, c'est très important, je pense, oui. Tout à fait. Ouais, ça c'est quelque chose à partager, je pense, qui peut être assez intéressant. Et côté Hervé, alors ce point de bascule, à quel moment est-ce que tu l'as senti? Moi, j'en ai perçu 3, hein. Il y en a un premier qui arrive avec le premier steering group, quand on a passé, 1 semaine et demie à analyser, à lister des activités, qu'on a un premier reporting à faire, face à des gens qu'on n'a jamais vus autrement qu'en vidéo. Donc là, c'est là que véritablement, on doit montrer une maîtrise, alors qu'on n'a qu'une semaine et demie dans l'entreprise, rassurer et obtenir carte blanche. Et je me rappellerai toujours de Christine qui s'est tournée vers moi en disant, «Je l'aurais pas mieux fait». Et ce qui était Un assez, adoubement. assez sympa. Donc ça, c'est Oui, la ouais, c'est chouette. première chose. Le deuxième point revient à ce que disait Christine, c'est-à-dire quand on a dû revenir vers le steering group en leur disant: «Écoutez, ça passera pas. Là franchement, on a mis tous les feux derrière et là on va se cracher si on prend pas telle et telle mesure». Et de voir que la réaction du management, ça n'a pas été de nous pendre haut et court, mais parce qu'on les avait, je pense, bien briefés, ils savaient qu'on était au max, heu et bien tout de suite, ils ont pris les mesures des Que vous mesures recommandiez? que recommandiez et puis celles et puis d'autres d'ailleurs. Donc c'était super. Et puis alors ça c'est le côté, je dirais, humain du manager de transition. Pour moi, le moment magique, c'est quand on est dans le dur et que les managers que l'on a coachés, avec qui on a vécu durant des mois, arrivent et proposent plus que ce que l'on demande, ou proposent des idées qui vont faire que le projet va se dérouler encore plus vite. Et là, On sent l'appropriation en fait à ce moment-là, voilà, c'est ça, c'est la magie de l'appropriation. et là, c'est le moment où on se redresse sur le siège en disant: «Ben, voilà quoi, Ouais. maintenant, bientôt on va pouvoir lâcher le volant, quoi». Donc Mmh mh. c'est assez sympathique, oui. Ah, c'est magique, on imagine, les émotions même qui doivent se passer à ce moment-là. Est-ce qu'il y a quelque chose, en retour d'expérience, que vous feriez différemment la prochaine fois, si vous vous retrouviez dans cette, situation? Alors d'abord côté Christine. Oh, je pense que ça parle du temps, et de la gestion du temps, oui, on a toujours un learning là-dessus parce qu'on ne n'anticipe jamais suffisamment à quel point il va y avoir des im des imprévus, des Mmh, des new news, du contexte extérieur même parfois qui bien peut sûr. venir perturber un projet. Donc, je pense que différemment, j'aurais certainement, rajouté des sécurités dans le temps. Ça c'est sûr. Et puis, là aussi sur la communication interne, je pense qu'on peut toujours mieux faire et faire mieux acheter le projet, en amont, si on devait le refaire, je le ferais différemment, ouais. Mmh. En fait, il y a pas d'évidence, en fait. Il Non, y a ouais, pas ouais, de dans la lucidité qu'il y a pas d'évidence, même si c'est tellement excitant pour les dirigeants, il y a pas d'évidence pour les salariés au 1er contact, quoi. Donc il faut vraiment être dans faire beaucoup un vrai plus travail d'embarquer. d'embarquer. Ouais. Et de ton côté, pour toi, Hervé, Un s'il y a une manager chose que tu ferais différemment? Moi, je dirais un manager de transition est rodé à faire une analyse assez rapide, notamment une analyse je dirais de l'aspect, savoir-être. Mmh. Et je pense qu'on n'est jamais assez rapide à mettre en lumière, les collaborateurs qui ne vont pas aller dans le sens, ou Mmh qui vont mh. être, trop limite A. Et je crois que la règle est la suivante, c'est que on peut avoir des regrets, mais on peut jamais avoir de remords, et que, au plus vite, on remonte, le fait que telle ou telle personne ne passera pas la bande passante, soit pour une question de compétences, ou de temps disponible, ou de volonté, au plus vite on se facilite la vie. Mmh Autrement, mh. soit un manager, soit le manager de transition vient prendre ça en charge et vient de fait, obérer, une partie de l'énergie qu'il devrait consacrer à sa mission. Mmh mh, mmh. Donc des OK. regrets oui, mais des remords non.
Très bien, très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Hein. C'est vraiment un précieux, précieux retour d'expérience que vous nous faites tous les deux. En fait, je pense que ce dont on se rend compte vraiment, c'est que finalement, il faut avoir vécu cette situation pour réussir à l'appréhender de la manière la plus optimale. Et que à chaque fois qu'on la vit, même, on en apprend encore d'autres choses. Hein. C'est bien ce que vous nous partagez tous les deux. C'est sûr. Pour terminer, c'était aussi une aventure à deux que vous avez vécue. Je serais hyper curieuse de savoir quel est le souvenir que vous allez retenir de cette aventure que vous avez partagée. Christine, ce serait quoi ton souvenir? Moi, mon souvenir, c'est que d'une manière un peu, j'avais pas prévu à quel point on pouvait effectivement, Hervé me pardonnera le mot, être fusionnel avec un manager de transition. En tout bien, tout honneur. Voilà, j'ai découvert avec plaisir à quel point on pouvait être les deux faces d'une même pièce, on appelle ça comme on veut, mais avoir une efficacité dans la mission rapidement finalement, parce que Hervé, effectivement, au bout de quelques jours, était connu de l'entreprise, acquis à la cause et qu'il arrivait à convaincre. Et il n'y avait aucun doute sur notre coordination dans l'œil des gens quand ils nous voyaient ensemble, ou quand ils nous voyaient séparément. Donc, moi, j'ai été très agréablement surprise par cette capacité de coopération si rapide, honnêtement. Et Très bien. je dois à Hervé, je pense, donc un grand merci à Hervé. Et côté Hervé, quel sera le souvenir de cette aventure? Je dirais que si je ferme les yeux et que je pense à cette mission, c'est d'abord un grand sentiment de respect pour tous ceux et celles qui ont travaillé, et qui ont donné beaucoup d'énergie à ce que cette fusion se passe. Autant ceux qui sont encore dans l'entreprise parce qu'ils se sont investis, que ceux qui se sont découverts et qui ont pris courageusement leur destin en main, en décidant que ça ne faisait pas partie je dirais, de leur vie future. Donc pour toutes ces personnes et la façon dont elles ont grandi, la façon dont elles se sont investies, voilà, un gros sentiment de respect. Je retiens une deuxième chose, hein, le manager de transition, c'est vrai qu'il est là pour apporter un certain nombre d'outils, un certain nombre de solutions, mais il est surtout là, pour être l'huile dans le moteur quelque part, et faire que ça tourne. Et Christine elle a eu raison, de manière non pas fréquente, mais un certain nombre de fois, m'a arrêté en disant: «Hervé, ne fais pas ça, ils savent faire. Concentre-toi sur faire chauffer l'huile dans le moteur». Et C'est hyper intéressant ce que tu dis. ô combien elle avait raison, si ce n'est que moi, je peux dire que je suis sorti de là en me disant: «Mais Hervé, mais tu te croyais, un expert, sur, la relation avec la grande distribution, en fait, tu viens de côtoyer des gens qui le sont beaucoup plus que toi». Et je peux dire qu'avec modestie, en intermission, parce qu'un manager de transition, ça n'arrête pas de se former, en intermission, je me suis repris un petit cours là-dessus, parce que je me C'est suis génial. senti un peu petit quand même par rapport à Christine et d'autres. C'est cette remise en cause, voilà, récurrente tout le temps, c'est ça aussi. Et c'est très intéressant parce que là, les 2 souvenirs dont vous venez de parler, vous garderez de cette expérience. On retrouve les 2 mots, avec lesquels vous vous définissiez au début, avec le côté aventure et le côté humain. Et on sent à la fois le côté humain à 2 que vous avez vécu, mais en même temps, comme tu le disais Hervé, c'est vraiment une aventure humaine au sens large avec, toutes les équipes, quoi. Donc c'est vraiment toutes les facettes de la dimension humaine. Et c'est sa capacité à se réinventer, à apprendre. Enfin, il y a vraiment toutes les facettes de ce qui rend ce métier très beau et très humain d'ailleurs. Merci, merci beaucoup à tous les deux pour ce témoignage. J'espère qu'on aura le plaisir de se recroiser très bientôt. Mais pourquoi pas? Tout à fait. Et puis à bientôt pour un nouvel épisode de Point de bascule surtout. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce retour d'expérience partagé vous a semblé utile et inspirant, n'hésitez pas à le partager sur votre fil LinkedIn par exemple. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là vous avez des besoins en management de transition, eh bien l'équipe des associés XPM se tient prête pour vous accompagner. À bientôt!